Eh bien, nous sommes vendredi. Bon vendredi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez à lire ce matin, qui est disponible en kiosque ici. Alors, le journal La Nouvelle Expression parle du scandale à Yaoundé avec le mariage d'un cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun interdit. C'est le titre proposé par le tabloïd. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 a signé une décision pour interdire ce vendredi sur l'ensemble de son territoire de commandement un mariage qui devait donc être célébré par Sa Majesté Bilo Aefa, sous prétexte que cet officier d'état civil est donc en disgrâce. En réalité, il vise le porte-parole de Maurice Kamto qui doit donc convoler en juste noces, nous apprend le journal La Nouvelle Expression en page 2. Le même journal parle donc de crise anglophone, un prêtre menace. Donc Ludovic Lado exige que l'Église catholique, l'État et notamment les Ambazoniens prennent donc des dispositions pour mettre fin à la série de tragédies. Sinon, 3 points de suspension, c'est à découvrir en page 4. On peut parler également de l'accident de Banefo, Ngalebibeye dément finalement. Dans un droit de réponse adressé donc à La Nouvelle Expression, le ministre des Transports affirme avoir preuve que le chauffeur du camion est bel et bien vivant. C'est en page 5 du journal ce matin également. Le journal s'intéresse aussi à autre actualité que je vous invite à découvrir dans le numéro disponible en kiosque. Le journal Le Messager pour sa part parle des crises anglophones. Le retour au calme ne se décrète pas. C'est ce que dit d'ailleurs le Messager. Jean-Michel Nithieu estime que seul le règlement définitif du contentieux historique donc, et notamment le retour au fédéralisme permettront une résolution pacifique du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ce qu'on découvre en page 10 du journal. Le journal parle également de contractualisation avec le chemin de croix des instituteurs. Tout cela dans le numéro de ce matin. Et on s'intéresse également au coronavirus avec le juteux business, donc les églises de réveil. Animé par la part du gain, les pasteurs profitent justement de la pauvreté spirituelle de leurs fidèles pour sévir. C'est ce qu'on découvre en page 6 du quotidien Le Messager de ce matin, disponible en kiosque aussi. Le journal L'Œil du Sahel parle d'entreprise. Paul Biya exige le départ du directeur général de Simencam. C'est ce que le journal propose. Le journal a d'autres informations parlant de politique. 25 anciens sénateurs attendent leur pension depuis 2 ans. C'est le journal qui le dit également ce matin. Autant d'informations à découvrir dans la presse. C'est L'Œil du Sahel, bien entendu. L'autre journal disponible en kiosque, c'est Cameroun Tribune qui parle des mises en garde du gouvernement. Non à la barbarie sécessionniste. C'est le grand titre proposé par le tabloïd. Mais le journal explique après les meurtres cruels de 2 jeunes femmes les 4 et 11 août 2020. À Mancon et bien entendu à Mouyouka. Le gouvernement, dans un communiqué signé hier par le ministre de la Communication, s'indigne donc contre ces crimes odieux et réaffirme également sa détermination à poursuivre et parachever aussi le processus de paix et de reconstruction même des 2 régions du Cameroun concernées. Il s'agit là du nord-ouest et du sud-ouest. C'est à lire dans le dossier de la page 4 à la page 5 du journal Cameroun Tribune de ce matin. Le même journal parle également de 11 boutiques donc calcinées en Bogada à Yaoundé. C'est à la suite d'un incendie qui a ravagé plusieurs espaces marchands donc, de cette partie de la ville de Yaoundé. C'est à lire dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. L'autre journal disponible en kiosque, c'est l'économie qui parle également d'entreprise. Un nouveau directeur général attendu à Simencam. C'est ce que le journal propose. Je vous invite à lire l'article en page 3 ce matin. Le journal a également d'autres sujets concernant l'économie au Cameroun et même dans la sous-région aussi. Le journal Le Soir hebdomadaire parle du Sud, petites et moyennes entreprises, fer de lance de l'économie pour l'émergence à l'horizon 2035. Le titre de ce matin, le grand titre d'ailleurs, à lire également dans le même journal. On parle d'approvisionnement en produits pétroliers. Gaston Ilundu et Sumba endiguent le spectre de la pénurie. Tout cela dans le journal ce matin également. Donc, à lire dans le Soir hebdomadaire. Émergence pour sa part par l'accaparement des terres. Comment concilier protection des autochtones et développement? Ça reste une véritable question. Vallée d'une thème, donc Sanaga Maritime, Nkam. Les conflits fonciers se multiplient au Cameroun. 10 experts s'affrontent déjà autour de cette question. Donc, c'est à lire dans le journal. Émergence disponible en kiosque ce matin également. Le journal a d'autres informations aussi, parlant notamment de homicides, les
féminicides en hausse. Donc, c'est ce que le journal propose. L'autre actualité à lire en page 3 du journal. Et puis, repère également en kiosque ce matin, recrudescence des actes de barbarie au nord-ouest et sud-ouest. Le gouvernement condamne avec la dernière énergie. C'est ce que le journal propose dans le journal repère de ce matin. L'autre journal, c'est bien entendu Mutation de ce jour qui parle Biboun Issac, interdit de mariage. C'est le journal qui propose donc cette actualité ce matin également. Vous aurez l'occasion de lire. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 estime qu'il s'agit d'une manifestation publique non déclarée. Bilo AFA, l'officier d'état civil commis donc pour la cérémonie nuptiale du porte-parole de Camto, ce jour, disqualifié, c'est ce que le journal propose, donc en page 9. On peut lire tout cela dans le numéro de ce matin. Le journal parle également du nord-ouest et sud-ouest. Vent d'indignation donc contre la barbarie à la suite de ce qu'on a pu observer à travers les réseaux sociaux également. Tout cela dans le journal ce matin. Le journal c'est Mutation qui a donc d'autres informations aussi que je vous invite à lire, tout comme d'autres tabloïds. Le quotidien de jour parle de confort Toumassan, l'horreur. Tout cela dans le journal. Une jeune dame aujourd'hui qui a été donc décapitée dans le sud-ouest. Des réactions à lire dans le numéro de ce matin. On parle également d'homicide et de Kribi. Les résultats de l'autopsie toujours attendus. Qu'est-ce qui ne va réellement pas? On peut lire également la suite en page 3 du journal, le jour de ce matin. Voilà ce que la presse parue à notre rédaction nous propose. Vous aurez l'occasion d'aller en kiosque et être parfum de l'actualité avec Georges Sémé qui est déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour M. Ndongo, bonjour à tous les téléspectateurs. Et merci d'être là. Nous sommes vendredi. Camille, bonjour. Clavier Ndongo, bonjour. Georges Sémé, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs d'Excellence Télévision. Merci à vous également, nos chers téléspectateurs qui vont lire la presse ce matin. La nouvelle expression parle de scandale à Yaoundé avec le mariage d'un cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun interdit. Et là, il y a Bilo AFA qui est donc le chef qui est ciblé. C'est l'officier d'état civil. C'est une qui nous a très amusé ce matin. Tout simplement parce qu'elle implique le juridique et le politique. Le juridique parce que il y a des vices de forme qui ont été brandis par le sous-préfet de Yaoundé 2, mais il y a également des implications politiques. Les implications politiques parce qu'il y a des acteurs. Le sous-préfet de Yaoundé 2 qui représente quand même une administration, un pouvoir qu'il est obligé de défendre, mais il y a deux autres acteurs qu'on peut considérer comme des victimes. Biboun Issac, qui veut se marier, qui est un cadre du MRC, et Sa Majesté et Biloa, qui est également un cadre du MRC. Donc je pense que ces implications juridico-politiques nous amusent un tout petit peu. Mais la question fondamentale qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'il était opportun pour le sous-préfet de Yaoundé 2 de prendre une telle décision? Lorsque on appréhende le dispositif de motivation qui interdit ce mariage, ce ne sont que des vices de forme. Et vous savez que pour célébrer un mariage, il y a des conditions de fond et des conditions de forme. En ce qui concerne les conditions de forme, nous apprenons ici qu'il y a un défaut de déclaration de manifestation publique. On ne sait pas trop d'où ça sort en ce qui concerne la célébration de mariage. C'est vrai qu'après la partie civile, il faut aller le célébrer dans un hôtel. Mais je crois qu'à un certain niveau, à ce niveau, le sous-préfet ne devrait logiquement pas interdire la célébration de ce mariage pour défaut de déclaration de manifestation publique. Il y a l'autre qualité qui est le défaut de qualité du secrétaire de l'officier d'état public. Est-ce que M. Bilo Ifa a commencé aujourd'hui à poser des actes d'état civil en tant que secrétaire d'état civil? Est-ce qu'il y a des post-actes? Si c'est le cas, je pense que l'opportunité de cette interdiction ne se vérifie pas aujourd'hui. Alors, la dernière motivation porte sur le défaut de publication du mariage. Je pense quand même que M. Biboun Issac, qui est un monsieur très averti, ne peut pas entamer une procédure de contrat de mariage. On parle de publication des bans. Oui, voilà. Sans prendre la précaution de publier les bans. Donc, ce qui fait qu'il y a donc cette implication juridico-politique qui me font penser que soit il s'agit de l'usage de l'administratif contre le politique, soit il s'agit tout simplement d'un acte de mauvaise foi pris par le sous-préfet de Yaoundé 2. Vous avez la même lecture, Camille Nélé, et Mutation également n'a pas raté l'occasion de revenir sur cette actualité parlant de Biboun Issac, interdit de mariage. Moi, j'ai une lecture simple, c'est-à-dire que je me demanderai toujours comment certains fonctionnaires, certains cadres de l'administration ne ratent aucune occasion, non seulement pour faire parler en mal d'eux, mais surtout pour s'illustrer par un excès de zèle
qui est contre-productif et qui donne la possibilité aux profondeurs du régime et du gouverneur de pouvoir s'en donner à cœur joie. Vous ne pouvez pas me dire que voilà un sous-préfet qui décide d'annuler un mariage parce qu'il estime que le mariage est une manifestation publique qu'on doit déclarer. Attendez, combien de mariages se font tous les jours? Allez demander combien de personnes ont demandé la permission au sous-préfet de se marier. C'est incroyable. Pourquoi faut-il que monsieur le sous-préfet aille chercher à savoir si le marié a d'abord respecté la publication des bancs ou... La publication des bancs qui se fait automatiquement. C'est un mois avant. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le maire accorde l'accord pour le mariage. Alors pourquoi est-ce que ce sous-préfet est allé fouiner dans la régularité ou l'irrégularité éventuelle du mariage de M. Bibou Nissak, que l'on connaît comme le porte-parole du NRC, et tout simplement parce qu'il dit que j'interdis la publication de ce mariage. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Ça, c'est donner la possibilité au NRC de crier oui, on nous poursuit, on nous persécute et tout ça. Ce n'est pas normal. Ce sous-préfet devrait être sanctionné et durement sanctionné. La preuve, c'est que ce matin, c'est les plus grands journaux qui en parlent. Interdit de se marier. Il est du droit de chacun de se marier. Mais maintenant, quand vous vous mariez, tout simplement parce qu'on regarde on regarde la tête de l'officier d'état civil qui va officier. On dit non, monsieur, soit toi-même, tu n'es même pas un officier d'état civil. Ce n'est pas normal. Et franchement, ce genre de comportement, on les décrit tous les jours. Alors, Georges posait la question de savoir si c'est le premier mariage de Bilo Aïfa. Effectivement. Si on réalise que Bilo Aïfa a fait au moins 1 ou 2 autres mariages, ça veut dire que l'action du sous-préfet n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur. Et puis, pourquoi aller fouiner dans le mariage de Bibou Nissak, du NRC? Sincèrement, moi, je pense que ce sont des gens des fonctionnaires comme cela. Il faut les sanctionner, et durement. Très bien. Alors donc, la nouvelle expression, et notamment mutation ce matin, s'intéresse justement à ce fait. Vous aurez la possibilité de lire le traitement qui est réservé donc à cette autre actualité, parlant de ce sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 et qui a signé une décision pour interdire ce vendredi sur l'ensemble de son territoire de commandement le mariage. Alors, il peut aller se marier ailleurs aussi. Oui, il dispose d'un panel de possibilités. Voilà, donc. Il peut saisir le tribunal administratif parce qu'on est manifestement devant un abus ou un excès de pouvoir. Il y a des recours d'excès de pouvoir qui peuvent être formulés. Et comme vous l'avez dit, il peut bien évidemment aller changer de centre d'état civil. Mais je crois que ce serait prêter un flanc heureux à ce sous-préfet. Il est tard en même temps aussi. Nous sommes vendredi déjà. Oui, on peut entamer notre procédure, dans un autre centre d'état civil, mais le faire, ce serait prêter un flanc heureux à cet officier d'état civil qui manifestement n'a agi que pour le sous-préfet, s'il vous plaît, qui n'a manifestement agi que pour des raisons politiques. D'accord. Alors, c'est la nouvelle expression et mutation de ce matin qui s'intéresse justement à ce sujet, je l'ai dit. Et en même temps, on va dire aussi dans le même journal, la nouvelle expression, on parle d'accident de Banefo, Ngalibibeye, dément, dans un droit de réponse à adresser justement à la nouvelle expression, qui avait annoncé qu'il sanctionnait quelqu'un qui était décédé. Vous savez, le ministre des Transports est une personnalité qui répond difficilement à la presse parce qu'il est connu comme quelqu'un qui s'active toujours à faire ce qu'il a à faire. Et bon, ceux qui sont en train de brailler ou de raconter des histoires sur son compte, ils n'en regardent pas beaucoup, il fait son job. Et vous avez vu ici, au moment où une société de transport dont les autobus avaient fait plusieurs dizaines de morts en une semaine, quand il l'avait suspendu, vous avez vu tout ce qui a été écrit dans une certaine presse, comme si c'est le ministre. À ce moment-là, c'est la société qui était la victime. Et le ministre, lui, le bourreau, qui était en train de supprimer des emplois, de lutter contre, de se mettre contre la lutte contre le chômage. Et vous avez vu, lors du dernier incident survenu dans une agence de voyage ici à Douala, comment il a pris un certain nombre de mesures. Moi, je pense que quand il pose des actes normaux, et idoine, non, la presse n'en parle pas beaucoup. Mais voici un accident de la circulation affreux qui a fait plusieurs dizaines de morts. Et immédiatement, le ministre a réagi en décrétant un certain nombre de sanctions, parmi lesquelles le retrait du permis de conduire du chauffeur. Et maintenant, un journaliste qui était dans les parages n'a pas eu le temps de vérifier, a tout simplement rapidement écrit que Ngalé Bébé sanctionne un mort. Ce n'est pas possible. Vérification, en fait, il s'avère que ce chauffeur, non seulement n'est pas mort, mais se trouve toujours à l'hôpital. C'est pour cela que le ministre des Transports a tenu
à jouir de son droit de réponse qu'il a publié à la Nouvelle Expression. Et d'ailleurs, la Nouvelle Expression a répondu humblement et a fait mea culpa. Et par ailleurs, moi je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin au niveau des actions du ministre des Transports. Voilà une action qu'il a encore initiée pour la mise à nouveau des conducteurs de mototaxis. Personne n'en parle dans les journaux. Pourtant, il a décidé que tous les mototaximens devraient avoir C'est une action normale. Elle est normale, mais elle n'a pas encore été entreprise par un ministre avant lui. Mais elle est entreprise et personne n'en parle. Camille Nélé. Georges Sémé, vous dites un mot sur ce droit de réponse? Oui, c'est la fin d'un épisode malheureux entre nos confrères de la Nouvelle Expression et les ministres des Transports. Et c'est dire que nos confrères de la Nouvelle Expression ont reconnu leur erreur et dans le cadre de la déontologie et de l'éthique professionnelle ont ouvert leur colonne en droit de réponse aux nouveaux avis du ministre des Transports. Je crois que l'incident est clos. Nous ne voulons pas revenir dans le fond, mais sauf que avant, nous appelons nos confrères à ce que, avant de publier une information aussi grave comme celle-là, parce que ça faisait état d'un mort qui avait été châtié par le ministre des Transports, avant donc de publier une information aussi grave, il faut recouper de fond en large avant d'engager un journal aussi sérieux comme la Nouvelle Expression. Alors, le messager de ce matin parle de crise anglophone avec le retour au calme qui ne se décrète pas. C'est ce que dit d'ailleurs le numéro. Jean-Michel Nietzsche qui estime que seul le règlement définitif donc, du contentieux historique et le retour justement au fédéralisme pourront ou permettront donc une résolution pacifique du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les déclarations des sorties de M. Jean-Michel Nietzsche ont certainement cette qualité d'être sincère. Il peut être sincère quand il les déclare, mais est-ce que parce qu'on est sincère, on a raison? Parce que moi, je pense qu'il ne sert à rien de faire de grandes déclamations dans les journaux sans tenir compte de la réalité du terrain. Le problème de la crise anglophone aujourd'hui sur le terrain est devenu tellement complexe que seul Dieu reconnaîtra les siens là-dedans. Et je peux vous dire que la personne même qui a déclenché cette affaire, M. Ayoub Trabay, qui a déclenché la guerre civile contre le Cameroun, lui-même s'il descend sur le terrain aujourd'hui, il ne saura même pas qui parlait. La preuve, c'est que quand on a commencé à parler dans les journaux d'une éventuelle tentative de négociation avec lui, on a immédiatement entendu, venant des États-Unis, venant même du terrain, des gens qui disaient que non, reste dans ta prison, toi tu n'as plus rien à faire ici. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous n'avons pas affaire à deux parties qui sont face à face et qui se connaissent. Nous avons affaire actuellement, le problème c'est le Cameroun qui est face à des hordes de bandes armées. Chaque bande a son nom, son chef, son field marshal, son général, son maréchal et tout ce que vous voulez. Et c'est des gens qui pillent, qui volent, qui arnaquent, qui kidnappent, qui assassinent en mondovision. Alors vous allez dire que vous allez ramener... Vous pensez que les bandes qui opèrent au nord-ouest sont en contact avec celles qui opèrent au fin fond du sud-ouest? Non, je ne pense pas. Le problème de la crise, cette crise anglophone a pris des proportions aujourd'hui énormes. Énorme. C'est ce même M. Jean-Michel Nietzsche qui avait dit il y a quelque temps qu'il faut que l'armée rentre dans les casernes pour que la paix revienne. Vous pensez, vous imaginez? L'armée rentre dans les casernes et elle ne pourra plus jamais revenir réoccuper la place aujourd'hui qu'elle a dans le sens de la protection des personnes et des biens. Moi, je pense que ceux qui restent toujours en train de parler de contentieux historique, mais de quel contentieux historique parle-t-on même? Avant l'indépendance, tous les partis politiques qui étaient en train de se former et qui militaient pour l'indépendance avaient dit indépendance, réunification. Réunification, ça voulait dire quoi? Réunification de quoi? Le Cameroun a été indépendant en 1960. Un an plus tard, il y a eu la réunification. Donc, les deux conditions qui étaient exigées par les partis politiques ont été remplies. Mais pourquoi parler du contentieux historique en estimant que, oui, il y a eu réunification, mais seulement Aïe doit rouler les uns dans la farine, et maintenant, on se retrouve dans une histoire où les francophones ont roulé les anglophones. Donc moi, je pense qu'il faut recadrer la vision des choses et recadrer même l'histoire et le développement des choses. La crise anglophone aujourd'hui, la résolution aujourd'hui, ce n'est pas une résolution que l'on verra à travers... et regardez une autre absurdité qui dit, il faut le cesser le feu. Qui doit décréter le cessez-le-feu? Si l'armée dit je ne tire plus sur personne et que les gens continuent à tuer, il y aura eu quel cessez-le-feu? Moi, je pense que ce n'est pas de cette manière qu'on doit analyser la crise anglophone. C'est pour cela que les ONG et toutes sortes même de partis internationaux ne comprennent pas exactement, tout simplement parce que les hommes politiques passent leur temps à raconter des histoires sur la réalité du problème anglophone sur le terrain. D'accord. Georges, vous faites la même lecture que Camille Nélé, parlant du titre proposé par le messager ce matin, le retour au calme ne se décrète pas. Ça, c'est ce que je dis Jean-Michel Nietzsche, qui estime que seul le règlement définitif du contentieux historique
et notamment le retour au fédéralisme permettront donc une résolution pacifique de la crise. Nous connaissons la position de M. Ninche et de son parti, le SDF, sur la crise anglophone. Comme vous le dites, à l'occurrence, ils font allusion à un retour au fédéralisme, c'est-à-dire qu'il faut changer fondamentalement la forme de l'État. Ce sont des propositions qui sont connues. Et le SDF n'est pas le seul parti qui a proposé une refonte de notre État. Mais je pense que jusqu'ici, il n'y a pas eu que des décrets qui ont été pris. C'est vrai qu'il y a eu des actes administratifs d'apaisement qui ont été pris. Il y a eu des prisonniers qui ont été libérés, il y a des institutions qui ont été créées, mais il y a également il y a une main tendue qui a été lancée par l'État du Cameroun, parce que je ne dirais pas le président de la République, je dirais plutôt l'État du Cameroun à l'endroit de ces sécessionnistes. Il y a eu des campagnes de sensibilisation et on ne peut pas éluder, il y a toujours bien sûr, on ne peut pas éluder le côté opérationnel, c'est-à-dire le côté militaire qui continue. Donc je pense que ce ne sont pas que des décrets, il y a des actes qui sont posés, il y a même de gros moyens financiers qui sont déployés sur le terrain afin d'apaiser au maximum ou alors annihiler totalement cette crise. Et ne devrait-il donc pas évoquer tout ça, Jean-Michel? Il devrait l'évoquer. Il s'agit de son rôle en tant que politicien, en tant qu'élu de la nation, mais il devrait parfois faire preuve de bonne foi. L'aspect qui a été tout à l'heure évoqué par le doyen, qui consiste à ce que l'armée devrait se retirer pour laisser la place, tout le champ aux sécessionnistes. Je crois que c'est extrêmement maladroit pour un élu de la nation. Et je pense qu'on devrait plutôt se limiter, s'appesantir sur les solutions consensuelles républicaines. Au lieu d'appeler à une armée républicaine de quitter le territoire qu'elle défend, on devait s'appesantir à des solutions consensuelles républicaines. Et un autre aspect des propositions qui ont été évoquées par M. Nincho, c'est de voir sur la même table l'État du Cameroun, les militaires, et les autres acteurs et les sécessionnistes. Il est bien possible que ça se fasse. On l'a vu dans d'autres pays, en Colombie, etc. Mais il faut d'abord des préalables. Et parmi ces préalables, c'est par exemple l'implication des députés, comme Jean-Michel Ninche, pour essayer de faire des descentes sur le terrain, afin de consulter les sécessionnistes. Et puis, est-ce qu'il l'a fait? Non, jusque-là, il n'a pas fait. Consulter les sécessionnistes et former une task force des sécessionnistes qui viendra, pourquoi pas, prendre langue avec l'État du Cameroun. Tant que ces préalables ne sont pas faits, je ne pense pas que les propositions qui sont lancées par M. Ninche seront appliquées par... Oui, je pourrais dire, pour terminer, juste un mot, que M. Ninche dit que le retour à la paix ne se décrète pas. Moi aussi, je peux dire que le retour à la paix ne se déclame pas. Il ne suffit pas de clamer que la paix doit se... Non. C'est-à-dire que c'est un travail de fond, c'est un travail scientifique, c'est un travail de terrain, c'est un travail de contact. Et moi, à ma connaissance, je ne connais pas beaucoup d'hommes politiques qui sont descendus sur le terrain pour rencontrer les leaders de ces sécessionnistes sur le terrain. Ils ne les connaissent pas, ils ne les connaîtront même pas. C'est en page 10, en tout cas, du quotidien Le Messager, parlant de crise anglophone avec le retour au calme qui ne se décrète pas, selon Jean-Michel Ninche. Et là, on peut lire la suite aussi. Lui, il estime qu'il faut simplement, le règlement définitif même du contentieux historique, avant notamment de penser à quelque chose de possible. Alors, c'est à lire dans le journal ce matin. Émergence parle plutôt d'accaparement des terres. Comment concilier protection des autochtones et développement? C'est une question, mais avec plusieurs localités citées qui font face à ces différents. Et là, 10 experts s'affrontent déjà autour de cette question. C'est une question intéressante. Elle est d'autant plus intéressante et qu'elle est encore plus actuelle aujourd'hui avec les épisodes qu'on a vécu du côté d'Ebo, dans le Cam, mais également du côté de la vallée du Thème, dans la région du Sud. Et ça fait renaître les conflits ou alors les tensions qu'il y a dans la gestion du domaine foncier, national entre l'État et les communautés. Donc je pense que c'est un problème sérieux qui malheureusement aboutit à des tensions aussi sérieuses. On a vu des personnes marcher, on a même vu dans d'autres départements des personnes qui ont sorti les armes pour défendre leur terre. Donc je crois que l'État devrait concilier quand même entre ce qu'il appelle son domaine national et les exigences des communautés. Les communautés ne demandent pas à ce qu'il n'y ait pas des exploitations d'utilité publique sur les terres. Ils demandent simplement que les démarches soient effectuées conformément à certaines exigences, notamment les consultations, l'adhésion des communautés dans le processus d'attribution. Et dans la plupart des marchés qui sont attribués aujourd'hui, on se rend compte que les communautés sont totalement écartées. C'est ce qui suscite ces tensions. Regardez ce qui est arrivé du côté des Beaux. Le Premier ministre a pris un acte qui a été tout de suite rapporté après des tumultes par le président de la République. Ça ne fait pas joli. Or, si on avait pris toutes les dispositions adéquates, tous les préalables techniques et administratifs, on n'en serait pas
arriver à cet imbroglio administratif. C'est ce qui se passe également dans la vallée du Ntem. Donc, des cas comme ceux-là sont nombreux. Donc, il appartient donc à l'État, avant de concéder pour une exploitation économique un territoire, qu'ils sachent quand même qu'il y a des autochtones et qu'ils devraient prendre toutes les précautions préalables en termes de consultation, en termes d'intégration, afin que le processus d'exploitation se fasse de façon apaisée. Est-ce que ce ne sont pas des acteurs du terrain qui jonglent un peu ou qui ne donnent pas la vraie version ou les vraies versions attendues par les décideurs? Vous posez une très très belle question, Flavien Balondongo. C'est-à-dire que peut-être que les projets ou les programmes de mise en valeur de ces terres, soit par des acteurs économiques, soit par des partenaires industriels, peuvent être de bonne foi. Mais vous savez, les personnes chargées de l'application sur le terrain, la plupart du temps, trouvent le moyen de faire même passer sur une partie de ces terres-là. Et c'est ça qui rend un peu ce problème des terres nauséeux. Nauséeux dans la mesure où on prend une partie de votre village. Donc vous êtes obligé soit de vous serrer, soit de laisser de la place pour qu'un projet soit mis en place. Mais seulement, que gagnent les populations? Que gagnent les communautés? Et maintenant, qu'est-ce que cela rapporte même aux communautés? C'est bien beau d'implanter une structure, une technostructure, mais qu'est-ce que va gagner la communauté? On ne le dit jamais assez. Mais seulement, à l'arrivée, vous vous rendez compte qu'il y a eu des sous-préfets ou des préfets qui ont obtenu sur les 30 ou 40, 50 hectares, 2 ou 3 hectares qui sont passés et qu'on a eu le temps de grignoter et qui leur appartiennent. Vous, Jost Emeke du Mungo, vous savez très bien qu'il y a un préfet de sinistre mémoire qui, avant de quitter le Mungo, est parti du Mungo propriétaire d'une 30aine d'hectares. Et qu'il exploite aujourd'hui en termes d'exploitation de Pouzelan. Vous le savez, tout le monde le sait. Mais personne ne sait, dans l'administration, ne sait que ce monsieur-là était là, il a été préfet pendant un certain nombre de temps, mais il a eu le temps de s'approprier plus de 30 hectares. C'est très grave. Vous savez, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est en train de parler du problème au niveau des bananes. On parle du problème au niveau de la vallée du Ntem. Mais il y a encore un autre truc qui arrive du côté de Yabassi. Parce qu'à Yabassi... Il y a la Sanaga maritime à côté également. La Sanaga maritime. À Yabassi, il y a quelques jours, il y a le sous-préfet qui a sorti un arrêté mettant ordonnant la mise à disposition de 25 hectares dans un village qu'on appelle comment s'appelle ce village-là? Ndokoko à Yabassi. Ndokoko, c'est un quartier de Yabassi. Mais on prend 25 hectares dans ce village pour créer, nous dit-on, un village pionnier. Vous allez créer un village dans un village? Maintenant, l'affaire est réglée, elle est là. Il y en a qui disent que non, il faut que ça passe parce que ça va contribuer au développement du coin. Mais ça va développer le coin comment? Quand vous parlez de village pionnier, ça veut dire que vous allez prendre des gens ailleurs pour venir les installer là? Ou bien vous allez prendre des gens du village pour les installer dans leur propre village? C'est pour ça que ce genre de projet, c'est des projets parfois fumeux, qu'il faut prendre le temps d'expliquer aux populations et surtout d'expliquer à quoi ça va. Donc il y a aussi un problème de communication à un certain niveau. La communication, mais surtout la bonne foi et surtout la bonne explication. D'accord. Alors c'est le quotidien Émergence qui propose le dossier ce matin avec déjà 10 experts qui s'affrontent autour de cette question. Et autre chose également que je vous invite à lire dans la presse, on nous apprend que c'est terminé pour aujourd'hui avec cette nouvelle qui fait le tour de plusieurs tabloïds. Le nouveau directeur général de Simencam qui est attendu, l'œil du Sahel et bien sûr la nouvelle expression et autres dans le quotidien de jour aussi qui s'intéresse justement à cette actualité. C'est le chef de l'État, qui a ordonné le non-renouvellement du contrat de M. Galichet qui était là depuis 2 ans. Mais en fait, il faut dire qu'avant M. Galichet, il y avait un autre qu'on appelle M. Le Bolico dont la demande de reconduction avait aussi été refusée par le chef de l'État. Donc c'est un problème qui intéresse la Simancam, il faut le dire, dans une société dans laquelle l'État du Cameroun possède 43% d'actions. Très bien. Alors, les lecteurs vont lire le traitement réservé donc, à ce sujet. Merci à vous. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Surtout, maintenez-nous le vendredi soir. Vendredi soir, voilà. Pardon. Allez, à lundi, 9h20 sur Equinox.